Bientôt 14 h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce dimanche, 8 départements toujours en vigilance orange pour crue. Le maire de Saintes en Charente-Maritime parle d'une crue historique. Le pic de l'épisode est attendu demain. Nous serons sur place dans un instant avec David Dunal. Virginie Ilson est avec nous en plateau. On parlera aussi du froid à Dunkerque avec Angie Loata. Il progresse de 50% chaque semaine et pourrait devenir prédominant sur le Covid-19 d'origine début mars. La dynamique de propagation du variant britannique est scrutée de près par les spécialistes Arnaud Fontanet ou encore Philippe Amouyel. Elle sera déterminante dans les décisions de nouvelles mesures sanitaires. Le personnel soignant commence à recevoir le vaccin d'AstraZeneca. Plus de 270 000 doses déjà reçues par la France. Elles sont réparties dans tout le pays. Une deuxième livraison est prévue la semaine prochaine. 100e classique OM-PSG ce soir au stade Vélodrome de Marseille. La rencontre se déroulera sous haute surveillance et dans un contexte de forte tension au sein du club phocéen. Reportage à suivre. Alors que le plus gros des précipitations semble passer dans le sud-ouest, la Charente continue de monter. David Dunal, vous êtes à Saintes en Charente-Maritime où le pic est attendu demain, David. Exactement, on attend autour de 6,13 m au niveau de la station Vigicru de la Charente, donc ici à Saintes. Il faut savoir qu'actuellement, on est à 6,16 m. On a pris 10 cm de plus par rapport à la même heure hier. Concrètement, vous le voyez par exemple ici sur ces planches qui permettent aux habitants de circuler. On a dû rajouter un moellon supplémentaire hier pour que ces planches ne soient pas inondées. Regardez, Lénaïque va vous montrer derrière ce qui se passe. On a des sapeurs-pompiers qui sont en train d'intervenir. Ils vont chercher tout simplement les animaux d'une habitante. Cette habitante, elle a quitté son domicile il y a déjà quelques jours et donc elle va aller rechercher ces animaux. Il faut savoir qu'au total, dans la ville de Saintes, 600 personnes ont quitté leur logement. Alors, elles n'ont pas toutes été évacuées. Certaines ont quitté tout simplement leur logement d'elles-mêmes. La plupart du temps, parce qu'en fait, l'électricité est coupée dans ces rues. Certaines caves sont inondées et donc certains habitants qui ont leur chaudière dans la cave n'ont plus de chauffage. C'est ce qui explique pourquoi donc ils ont évacué leur maison. Et on attend donc à peu près, vous le voyez sur ces images, à peu près 10 cm, une dizaine de centimètres supplémentaires par rapport au niveau actuel. Merci pour ces précisions, David Dunal à Saintes avec Lénaïque Guirec. Et on le voit, la situation n'est pas prête de s'arranger en Charente-Maritime. On en parle avec vous, Virginie Ilson, notre spécialiste météo. Comment tout cela va évoluer cet épisode? Alors on a en fait deux ambiances météo pour la semaine prochaine. Un froid glacial sur la moitié nord et malheureusement un temps très perturbé et encore très pluvieux tout au long de la semaine prochaine sur le centre-ouest et le sud-ouest donc du territoire. Quelques précipitations actuellement, donc vraiment des cumuls très très faibles. On a eu une dizaine de millimètres qui sont tombés sur les Charentes. Encore hier, ce qui a fait donc augmenter le niveau de la Charente, on vient de le voir. Et donc demain, malheureusement, on a de nouvelles pluies qui arrivent par le sud-ouest et qui là aussi vont apporter un bel arrosage. 5 à 10 mm supplémentaires, ce sera le cas aussi sur le Massif central qui est quand même le bassin versant de tous ces cours d'eau. Donc sur le sud-ouest, ça pourrait faire réagir donc à nouveau ces cours d'eau. Et puis à nouveau donc des pluies attendues pour la journée de mardi, une perturbation qui s'annonce bien active, donc pas forcément de bonnes nouvelles pour le centre-ouest et le sud-ouest. Du côté de Paris, en revanche, il va faire très très froid, mais par contre, le temps sera beaucoup plus calme. C'est vrai qu'il a beaucoup plu hier, une vingtaine de millimètres qui sont tombés en l'espace de 12 heures. Donc les niveaux ont réagi assez rapidement, on va le voir. Donc en amont, la Marne est montée ce samedi de 18 cm du côté de Créteil. Et hier à 15 heures, le niveau de la Seine, donc en aval, se situe à 4,36 m. On a eu un pic à 4,54 m à 2 heures du matin. Pour l'instant, c'est stable. Et la décrue donc, sera en cours donc, dans les prochaines heures puisque les conditions météo seront calmes et beaucoup plus sèches pour la semaine prochaine. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci beaucoup Virginie pour toutes ces précisions. Effectivement, donc la Seine et la Marne qui débordent. À partir de quand peut-on espérer assister à une décrue? Élément de réponse avec Thibaut Cheminant, Nargis Hadji, Charlotte Planet et Quentin Trigaudet. Si ce chien semble en profiter, les coureurs et les promeneurs ont eux de moins en moins d'espace pour circuler sur les quais de Seine. C'est un peu embêtant, surtout maintenant on ne court plus que sur le niveau de la route. C'est totalement inondé, c'est assez impressionnant. Plus à l'est, en Seine-et-Marne, la situation est encore plus compliquée. Les habitants ont de l'eau jusqu'à la taille. Voilà, vraiment les voitures sont ici. Ces crues hivernales, un phénomène de plus en plus courant en Ile-de-France. Mais comment peut-on expliquer ces débordements? Ils sont en partie dus à une urbanisation galopante à proximité des lits majeurs.
Le sol ne peut plus absorber l'importante quantité d'eau. Va-t-on assister bientôt à une amélioration de la situation ? Les prochains jours vont être déterminants selon cette spécialiste. Pour le moment, sur la majeure partie des cours d'eau, on est sur un niveau contrôlable. On est sur des grandes crues hivernales, contrairement à ce qui s'est passé sur la Garonne, où là on est vraiment sur des crues historiques. Donc il va falloir être vigilant parce que la situation pourrait très vite basculer dans un état où là on ne contrôlerait plus. Restez vigilants car en raison des dernières précipitations, la Marne va continuer à monter jusqu'à mardi et atteindre les 5 mètres. En raison de l'onde de crue, le niveau de la Seine devrait augmenter à son tour. Voilà pour les inondations. Et puis une vague de froid est également attendue sur une grande partie nord du pays la semaine prochaine, avec par endroits de la neige. Angie Loata, vous êtes à Dunkerque. Quelques petits flocons sont tombés, mais il fait déjà très froid. Oui, c'est surtout le froid qu'on retient aujourd'hui. Effectivement, -1 degré, température officielle. Et puis la température ressentie, je peux vous dire qu'avec Julie Rosaire, on le ressent effectivement, -8 degrés. Surtout cette plage qu'on voulait vous montrer, regardez, avec ces flocons qui ont pris possession de la plage de Dunkerque. Jacques, vous êtes venu photographier cette plage ce matin. Vous avez trouvé ça particulièrement joli. C'est très joli ici, là. Je viens souvent, tous les jours, ici. Je suis même étonné qu'il y ait du monde. Envie de garder un petit souvenir de ces images. Un grand souvenir, ouais. Des images étonnantes. Effectivement, il y a pas mal de monde qui viennent se balader. Bon, pas de difficulté sur les routes depuis ce matin. Ça a été, on a mis du sel sur les routes, donc pas de difficulté majeure sur le département du Nord ou sur le département du Pas-de-Calais, où on attendait peut-être un peu plus de précipitations. Et puis finalement, on se contente d'en profiter avec la mer du Nord derrière pour dernier terrain vague, comme disait Jacques Brel. L'information qui ne sert à rien, c'est 7 degrés température de l'eau, mais je vous déconseille quand même d'y aller. Merci beaucoup Angie Loata, belle référence à Jacques Brel. Et donc sur cette plage, effectivement, image impressionnante, cette plage toute blanche à Dunkerque avec Julie Rosaire. Dans l'actualité également de ce dimanche, bien sûr, on reparle de l'épidémie de Covid. Tout se jouera sur notre capacité à contrôler la progression du variant anglais. C'est ce que dit ce dimanche le professeur Arnaud Fontanet, le mutant anglais qui progresse chaque semaine de plus de 50%, qui pourrait prendre le dessus dès début mars sur le virus de 2020. Et Philippe Amouyel, professeur en santé publique au CHU de Lille, a réalisé lui une modélisation de l'avancée de cette nouvelle souche à partir de la première enquête flash de Santé publique France. On l'écoute. On a superposé les deux courbes, c'est-à-dire les anciens variants et le nouveau variant. En fait, ce qu'on voit, c'est que les mesures barrières et toutes les mesures qui sont prises marchent très bien sur le nouveau variant puisqu'il est en train de diminuer de 6% par semaine. En revanche, sur le nouveau variant anglais qui est en train de prendre le dessus, lui, il a une croissance de plus 60% par semaine. Donc ceci explique, ces deux courbes divergentes, ceci explique le plateau sur lequel on est, qui va durer probablement un petit peu au-delà de la mi-février. Et puis ensuite, à partir de la fin février, début mars, on voit que la course exponentielle, c'est-à-dire le démarrage extrêmement rapide du nouveau variant, va prendre le dessus. Et on en parle avec notre invité, le professeur Christian Rabaud. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Bonjour. Vous êtes infectiologue au CHRU de Nancy en Meurthe-et-Moselle. Est-ce que vous pensez vous aussi que le variant anglais deviendra majoritaire début mars ? Alors l'idée qu'il devienne majoritaire est pratiquement une certitude. À la fois, on l'a vu dans d'autres pays, et à la fois les premiers chiffres dont on dispose montrent petit à petit qu'il prend de plus en plus de place dans les nouveaux patients identifiés chaque jour. Donc le fait qu'il soit dominant est pratiquement pas une question. Est-ce que lorsqu'il sera dominant, l'épidémie va s'accélérer ou pas ? Tout porte à le croire, tout porte à le craindre, mais c'est là-dessus où on est dans un équilibre entre les mesures qu'on met en place et cette pression nouvelle qu'exerce le variant, avec l'espoir de maintenir les choses, mais une grande inquiétude d'être dépassé avec le niveau des mesures actuelles. Est-ce que l'équilibre ne pourrait pas basculer justement, puisque selon les experts, dès la mi-février, avec la progression actuelle de ce variant britannique, eh bien, plus de 2000 patients pourraient être hospitalisés par jour? Tout à fait, c'est vraiment l'inquiétude qu'on a. On se rappelle de ce qui s'est passé en février de l'année dernière, où on avait un R0 beaucoup plus élevé, et où on a vu, je le rappelle quand même, entre le 17 mars, le moment où on confine, et le 4 avril, le moment où on est au pic, on passe de 700 à 7000 lits de réanimation, donc une vitesse très très rapide. Là, on est avec un virus dont la vitesse de propagation va être supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Les choses vont donc s'accélérer sur un système de santé qui est déjà très tendu. On a déjà plus de 3000
000 patients en réanimation aujourd'hui qui sont des patients Covid. On sent la grande fragilité dans laquelle on est et on a, il ne faut pas se le cacher, quand même beaucoup d'inquiétudes sur cette possibilité que les choses s'accélèrent et à ce moment-là de devoir faire beaucoup plus, en rappelant toujours que plus on met en place tard les mesures, plus elles mettent du temps à agir et plus il faut les maintenir longtemps. On l'a compris, professeur Rabaud, un variant anglais notamment qui se propage plus vite. Est-ce qu'il est plus meurtrier ? Alors, les données qu'on a aujourd'hui, enfin les premières données dont on disposait n'étaient pas en faveur d'une plus grande agressivité, pathogénicité du virus. Il y a eu des inquiétudes, il y a maintenant peut-être une dizaine de jours de nos collègues anglais qui imaginaient qu'il puisse être un peu plus dangereux, mais dans un système de santé chez eux qui est saturé. Et on sait que quand le système est saturé, on a plus de mal à faire face et à assurer des soins optimum à tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui permettent de conclure de façon définitive que le variant anglais est plus dangereux que le variant historique. Alors, plus que tous les yeux se tournent vers l'évolution de ce variant britannique notamment, qu'est-ce qui finalement pourrait freiner sa progression ? Alors, freiner sa progression, je vous l'ai dit en introduction, ça c'est pratiquement impossible. Naturellement, vous avez deux virus, dont l'un est plus adapté à l'homme que l'autre, il va prendre le dessus. Donc qu'à terme, d'ici la mi-mars, pratiquement le variant anglais ou les autres variants, puisque malheureusement aujourd'hui il n'est pas tout seul, deviennent les variants dominants, voire exclusifs, ça c'est pratiquement une certitude. Maintenant, est-ce que leur propre vitesse va faire basculer le système, nous conduire à une épidémie qui repart et nécessiter de notre part des mesures encore plus dures que celles qu'on a aujourd'hui? C'est là qu'est toute la question. Mais le fait qu'il va prendre le dessus, on ne peut plus rien y faire. Il est présent sur le territoire, il va se développer et se développer plus vite que l'autre, donc il va prendre le dessus. Vous restez avec nous, professeur Rabaud. Compte tenu de l'apparition de ces nouveaux variants, les règles changent pour les masques. À l'école, à partir de demain, les enfants devront porter un masque de catégorie 1 pour se rendre à l'école. Et ce, dès l'âge de 6 ans. Reportage à Boulogne-Billancourt de Romain Hougue et Martin Cardoré. Au placard, les masques faits maison désormais à l'école, il va falloir se mettre aux normes. Véronique, mère de famille, doit encore faire les stocks. Il faut juste qu'on l'anticipe et qu'on aille acheter des masques chirurgicaux adaptés aux enfants. Alors, la seule chose, c'est que les masques chirurgicaux sont moins ludiques, ils sont souvent trop grands. Donc il faut qu'on trouve des masques pour enfants. Voilà. Bon, je crois qu'il y en a dans les pharmacies. Si ça protège plus, c'est du bon sens. Mais pour sa fille en CM1, les masques chirurgicaux, ce n'est pas l'idéal. J'aime pas la matière. Ça me gratte un peu. J'aime pas. Au bout d'une heure, ça m'inconforte. Alice, elle, n'a qu'un enfant scolarisé, mais tout de même, ces masques ont un coût. On a eu la chance qu'on a trouvé les masques à 10 centimes, donc ça nous va. Parce que quand même, Gabi, mon fils, il consomme 15 masques par semaine. Donc ça commence à faire un petit peu le budget, mais bon, on fait avec. Faire avec, pas le choix, selon le docteur Bertrand Delézy, pneumopédiatre. Ces masques sont plus protecteurs face aux variants du virus. Ces masques de catégorie 1 en tissu où les masques chirurgicaux ont un pouvoir filtrant qui est bien plus important. Et à partir du moment où on a un virus qui est plus contagieux, qui a besoin de moins de particules pour se transmettre, eh bien c'est tout à fait intéressant d'avoir un masque qui filtre de manière garantie. De nombreuses communes ont déjà pris les devants et distribueront demain matin des masques conformes à leurs élèves. Professeur Rabaud, vous êtes toujours avec nous. On a vu dans ce reportage cette nouvelle disposition. Donc tous les enfants à partir de 6 ans demain devront obligatoirement porter un masque de catégorie AFNOR 1. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure ? C'est une mesure de bon sens. Vous avez à la fois un virus qui va circuler plus facilement. On dispose, parmi les moyens dont on dispose entre les catégories 2, les catégories 1, les masques chirurgicaux, de masques qui sont plus efficaces que les autres. Face à un virus qui va se propager plus facilement, il est logique d'exiger, puisqu'on en a les moyens, on n'est plus dans une situation qu'on a connue où les masques manquaient, d'exiger que des masques les plus efficaces possible soit porté dans l'intérêt de la santé publique et de la lutte contre l'épidémie, et puis surtout dans l'intérêt individuel de chacun de ceux qui les portent. Ces masques existent, ces masques marchent mieux, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Merci beaucoup, professeur Christian Rabaud, d'avoir été avec nous sur BFM TV cet après-midi. Je rappelle que vous êtes infectiologue au CHRU de Nancy. Le vaccin AstraZeneca est arrivé hier en France. Il commence à être réparti dans les différents hôpitaux. Les premières doses ont été administrées aux soignants de moins de 65 ans. Illustration à Pessac en Gironde, où c'est un soulagement pour le personnel médical.
Aujourd'hui, c'est un énorme soulagement de pouvoir répondre à la demande des soignants les plus jeunes, qu'on était obligé de reporter en attendant d'avoir une possibilité de les vacciner. Aujourd'hui, on a des jeunes réanimateurs, des jeunes infirmières en première ligne, des jeunes aides-soignantes, vraiment des personnes qui étaient très en attente de vaccins. Et voilà, qu'enfin on peut inclure dans cette vaccination, et c'est une très bonne nouvelle. Dans l'actualité également, Marc Pulvar, figure du syndicalisme martiniquais et père d'Audrey Pulvar, est accusé de pédophilie. L'homme est décédé en 2008. 3 femmes de sa famille racontent avoir été victimes de ses agissements durant leur enfance. Karine Mousseau, avec ses cousines, Barbara Glissant et Valérie Fallour. Voici ce qu'elles disent: en finir avec cette héroïsation du personnage. Marc Pulvar, alias Loulou, pour les intimes, était un prédateur sexuel. Fin de citation. Et sa fille, Audrey Pulvar, a réagi dans un communiqué. Cela a été un choc profond pour mes proches et moi, je les soutiens pleinement et admire leur courage. Ne manquez pas Ligne Rouge demain soir sur BFM TV à 21h. Affaire Duhamel, un si lourd secret. Le politologue Olivier Duhamel est accusé d'inceste. La juriste Camille Kouchner l'a accusé d'avoir abusé de son frère jumeau quand ils étaient adolescents. Donc demain 21h dans Ligne Rouge, affaire Duhamel, un si lourd secret. L'actualité à l'étranger, en Birmanie, des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Rangoon pour protester contre le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi lundi 1er février. Alors que l'armée a multiplié des arrestations. Il s'agit de la plus grande manifestation depuis le putsch. Chloé Giraud. 3 doigts levés, un signe de résistance affiché par des milliers de Birmans dans les rues de Rangoon, capitale économique du pays. Les manifestants dénoncent le coup d'État militaire du 1er février qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. En face, des policiers anti-émeutes déployés pour contenir des contestations jusqu'ici pacifiques. En dénonçant le coup d'État, les manifestants risquent plusieurs jours de détention. Nous avons le droit de montrer notre désaccord, montrer que nous sommes contre la dictature. Nous voulons nous protéger des inégalités et de l'oppression. Nous devons nous débarrasser de la peur. Je participe à cette révolte parce que je crois que la dictature militaire ne tiendra pas si nous unissons nos forces. Une fois la nuit tombée, les habitants de Rangoon continuent à se faire entendre. Parmi les manifestants, de nombreux étudiants de l'université de Rangoon qui réclament le départ de la junte militaire et la libération d'Aung San Suu Kyi. La chef du gouvernement déchu serait assignée à résidence dans la capitale du pays et en bonne santé, d'après un porte-parole de son parti. L'actualité sportive à présent, Marseille-PSG, c'est ce soir au stade Vélodrome, le classique du championnat. Le match qui arrive dans un contexte très particulier pour l'OM, sur fond de fortes tensions entre direction et supporters. Et après la démission de l'entraîneur André Villas-Bolas, on voit ça avec Antoine Sabardin, Florent Germain, Clément Brossard et Nicolas Carme. Pour l'instant, le dispositif n'est pas encore impressionnant. Mais la préfecture l'annonce. Ce soir, tout sera fait pour éviter le moindre débordement. Rudy Mana est secrétaire départemental du syndicat Alliance Police. Il y aura des gros effectifs de police qui seront déployés, il y aura des forces mobiles de sécurité. Le bus des joueurs va être particulièrement bien protégé, il est évident que c'est la moindre des choses. Le président va être également particulièrement bien protégé. Le coup de force des fans marseillais la semaine dernière au centre d'entraînement de l'OM a marqué. Les stigmates sont encore bien présents dans les esprits, au point que la mairie s'en mêle par la voix de l'adjoint au sport, Sébastien Gibraïel. Des solutions doivent être trouvées, un dialogue doit être repris, car aujourd'hui, on a l'impression que ça ne dialogue pas comme il le faudrait. Donc nous, on propose et on compte sur la direction de l'OM pour rentrer en dialogue avec les supporters, avoir un dialogue constructif. Message entendu hier. Les principaux leaders de groupes de supporters ont échangé avec les joueurs pendant 1 heure au centre Robert-Louis Dreyfus. Le climat s'est apaisé, mais le message des fans marseillais reste identique. La violence qu'il y a eu, oui, ça peut se calmer, mais au niveau des pensées, je pense qu'elles sont toujours les mêmes. La violence, c'est pas ça qui fera ranger les choses. Je pense que de montrer qu'on soit tous unis, c'est le plus important. Si on bat le PSG, je pense que ça calmera un peu les supporters, mais sinon, ouais, ça risque de encore reproduire. Si une victoire face au rival parisien pourrait en effet rassurer les supporters, la tâche est compliquée. Marseille n'a plus battu le PSG au stade Vélodrome depuis novembre 2011.
Ne manquez pas ce rendez-vous sur BFM TV. Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, est l'invitée de BFM TV et de BFM Business ce soir à 19h en direct. À suivre dans un instant sur notre antenne, notre document consacré à Cataline Carico, l'une des premières à avoir cru à la technique de l'ARN messager et à avoir obtenu des résultats déterminants sur cette méthode au cœur des premiers vaccins contre le Covid-19. A tout de suite.